Encadré par l'Atlantique, le lac Tchad et l'Équateur, bat le cœur de l'Afrique, le Cameroun. Parti de Douala, nous allons affronter 1000 km de piste pour parvenir jusqu'au nord du pays. Ngaoundéré sera notre première étape. Puis nous quitterons les plateaux de l'Adamaoua pour atteindre Garoua, la plus grande ville de la province. Enfin, 200 km plus haut, Maroua sera notre point de rendez-vous avec le reste de l'équipe qui doit nous rejoindre par avion. Parmi nos objectifs, survoler la brousse à l'aide d'une montgolfière, utilisée ici pour la première fois. À raison de 3 heures chacun, nous nous relayons pour rattraper le retard pris à Douala en raison des formalités douanières. La dernière saison des pluies a creusé de profondes ornières et la piste est parfois difficile. Peu à peu, la forêt équatoriale cède la place à la savane boisée, qui permet aux zébus de trouver l'herbe nécessaire. À l'horizon, enfin, apparaît la montagne du Nombri, qui a donné son nom à Ngaoundéré. Au pied de cette curieuse protubérance s'étale une ville de 40 000 habitants qui marque le début du Nord Cameroun. Nous sommes désormais en pays musulman. Alors que le reste du Cameroun est influencé par les religions occidentales, la présence islamique est de plus en plus sensible à mesure que l'on va vers le nord. La mosquée de Ngaoundéré est le centre d'une grande ferveur religieuse. Le vendredi, jour de la prière la plus importante, rassemble plusieurs milliers de fidèles. Les préceptes du Coran sont appliqués sous l'autorité d'un lamido, chef spirituel et religieux au pouvoir considérable. Le lamido ne sort que rarement de son palais pour se rendre à la mosquée ou pour présider le tribunal coutumier 3 fois par semaine. Puis il reçoit l'hommage des notables de la ville qui viennent ainsi témoigner de l'importance du pouvoir traditionnel. Cette cérémonie permet au lamido d'être à l'écoute de son peuple, de le conseiller et de trancher les différends. Ngaoundéré est une des villes du Cameroun qui a su le mieux préserver ses coutumes et ses fastes en les réservant aux grandes fêtes religieuses ou nationales. Organisée d'ordinaire autour de marchés tranquilles qui constituent sa principale animation, la cité se réveille alors à l'occasion de fantasias grandioses. Ce n'est qu'en ces circonstances exceptionnelles que Issa Yaya, lamido de Ngaoundéré, apparaît en public, escorté de ses gardes et de ses cavaliers. Conformément à la tradition, il doit rester masqué, car il ne peut être vu de ses sujets à visage découvert. Et il possède toujours le droit de vie et de mort, même si celui-ci n'est plus guère utilisé. Sur un signe du maître de cérémonie, le cortège s'est arrêté. Les gardes ont installé un trône
portés par les serviteurs. Au pied du lamido, ils ont fait un rempart protecteur de leurs lances et de leur corps. Et les cavaliers ont commencé leur ronde dans un fantastique voyage dans le temps. Un millier d'années plus tôt, en ces mêmes lieux, se déroulaient les mêmes coutumes, reflet du pouvoir des sultans qui en faisaient à la fois une fête et une démonstration de puissance. Aujourd'hui, rien n'a changé, ni le fanatisme des gardes, ni les tirades du griot qui chantent les louanges de son seigneur, ni la prestance des cavaliers. Si nous avons pu assister à un tel spectacle, nous le devons au lamido qui avait certainement compris nos intentions de cinéaste, mais aussi à la mission catholique de Ngaoundéré, devenu peu à peu le camp de base de toutes nos expéditions au Cameroun grâce à notre ami Marcel Pierre. Missionnaire à Ngaoundéré depuis plus de 12 ans et grand chasseur devant l'Éternel, Marcel nous emmène dans des expéditions en brousse qui nous permettent de lier connaissance. C'est un homme des bois, chasseur par nécessité, car dans l'Adamaoua, les ressources sont maigres. En pisteur expérimenté, Marcel a reconnu les traces de plusieurs phacochères, les sangliers africains. C'est pourtant l'un d'entre nous qui les verra le premier. Mais l'entraînement lui fait quelque peu défaut. Les phacos ont déserté leur repère, qui le plus souvent est un terrier creusé par les oryctéropes ou les fourmiliers. À proximité d'une forêt-galerie, une bande de cynocéphales a élu domicile dans les arbres bordant le cours d'eau. Ces grands singes à tête de chien peuvent faire des ravages dans les plantations. Considérés comme nuisibles, ils sont surtout tirés pour la viande. Au cœur de la brousse, la vie est rude, impitoyable. Tuer pour se nourrir est une réalité aussi dure que cruelle que nous avons dû finir par admettre. Un pisteur connu de Marcel nous rejoint. Pour lui aussi, la chasse a été bonne. Il se prénomme Fetnat. Fetnat, tout simplement pour fête nationale, car il est né un 14 juillet. Et ses parents n'ont pas cherché plus loin que les abréviations du calendrier français pour lui donner un prénom. En chasseur avisé,
Fetnat entreprend aussitôt de préparer la viande pour la conserver. Faute de quoi, la chaleur la rendra très vite inconsommable. Petits animaux sont rapidement découpés. Quant au babouin, il est placé à même le feu afin de brûler son pelage. Nous sommes ainsi confrontés à des scènes qui nous choquent, qui nous heurtent profondément. Mais nous ne sommes que des intrus qui découvrons la brousse, ses lois et ses habitudes de toujours. Patron, c'est la viande, disait Fetnat avec un sourire désarmant. Et bien d'autres circonstances nous apprendront à oublier, par la force des choses, notre sensibilité d'occidentaux. Au village le plus proche, nous avons laissé une part de la viande, comme le veut la coutume. Et à notre grande surprise, nous découvrons un paysage qui ressemble à l'Auvergne. Ces reliefs verdoyants sont effectivement des volcans éteints. Beaucoup plus au sud, le mont Cameroun, point culminant du pays avec 4070 mètres, est encore entré en éruption en 1983 et une grande partie du territoire est d'origine volcanique. Dans cette région fertile, l'eau ne manque pas. Certaines chutes, comme celle du Tello, à 50 km de Ngaoundéré, ont favorisé le développement d'une végétation abondante, digne de la forêt équatoriale. Ce n'est pour nous qu'une étape sur la route de l'extrême nord. Une route parfois jalonnée de contrôles de police. Le Cameroun est un pays où l'ordre règne, mais pas d'une manière abusive. Pour les gendarmes, contrôler vos papiers est aussi une occasion de contact, qui permet de savoir ce qu'on est venu faire. Car les gendarmes camerounais, comme tout le monde ici, sont très curieux. À la sortie de Ngaoundéré, une magnifique route nous attend. Il faut quand même rester vigilant, car les véhicules accidentés sont encore plus nombreux que sur la piste. Sur plus de 900 km, ce ruban de macadam inattendu relie l'Adamawa au lac Tchad. À 160 km de Garoua, nous quittons provisoirement le goudron pour bifurquer en direction de la réserve de l'Abenoué, un territoire de 180 000 hectares qui s'étale de part et d'autre de la rivière du même nom. Une grande variété d'antilopes peuple cette savane encore largement boisée. De très nombreux oiseaux animent les rives de la rivière. Facilement identifiable, le guêpier occupe presque toujours le même perchoir, d'où il s'envole afin de capturer des insectes. Pour nicher, les guêpiers creusent sans arrêt de profonds terriers dans les talus et les berges et finissent quelquefois par provoquer leur effondrement. L'ombrette est moins élégante, avec sa tête en forme d'enclume, son bec massif et ses courtes pattes. Elle fait partie, comme le vanneau à tête blanche, reconnaissable à sa caroncule à l'œil, ou le pluvian d'Égypte, des très nombreuses espèces qui fouillent inlassablement les flaques à la recherche de nourriture. De décembre à mai, la rivière est à sec, et il est facile de suivre son cours qui se réduit à une succession de mares. Des mares plus ou moins importantes, mais suffisamment profondes pour accueillir des bandes d'hippopotames. Ils passent la journée entière à se reposer dans l'eau,
plongeant et réapparaissant au bout de quelques minutes. Nous installons les caméras sans problème. Les hippopotames ne sont pas dangereux pour l'homme, sauf si, hors de l'eau, ils le surprennent entre eux et leur retraite aquatique. Il est rare qu'ils s'attaquent aux pirogues, et ils rendent même service aux pêcheurs. En brassant la vase, leur mouvement libère de grandes quantités de substances nutritives bénéfiques pour les poissons. Malgré leurs apparences placides, les hippopotames se menacent fréquemment par des manœuvres d'intimidation. Ils se battent d'une façon très féroce et se font entre eux de terribles blessures. Pour surprendre les hippopotames hors de l'eau, à l'heure où ils dorment sur les bancs de sable, de grandes précautions sont nécessaires. Dotés d'une ouïe très fine, ils sont toujours aux aguets et prêts à rejoindre la rivière à la moindre alerte, surtout si la famille compte quelques jeunes. Les mères sont très attentives et prennent grand soin de leurs petits qui, à la naissance, pèsent déjà une 50aine de kilos. Tout autour, les mâles s'installent en commençant par les plus puissants. Et le temps s'écoule sur un territoire bien défini auquel les hippos sont très attachés. Une vie d'hippopotame, cependant, ne comporte guère d'imprévus. Nous passerons des heures à les observer sans que rien ne vienne troubler la quiétude de leur bain de soleil, si ce n'est les oiseaux pique-bœufs qui, en toute confiance, se nourrissent des parasites de leur peau. Traversant la réserve de la Benoué, nous continuons en direction du parc de Boubanjida, distant d'une centaine de kilomètres. Parcouru de pistes et de cours d'eau temporaires, il constitue une réserve naturelle où les animaux sauvages sont rois. C'est là que nous croisons pour la première fois des buffles. Un face-à-face impressionnant car une réputation de caractère ombrageux les entoure. En fait, les buffles sont généralement pacifiques si on ne les dérange pas. Néanmoins, personne ne se risquera à sortir de la voiture avant qu'il ne se soit éloigné à distance respectable. Car pour continuer, il nous faut d'abord venir à bout d'une crevaison, une de plus, due cette fois aux épines. Heureusement, les buffles sont loin. La malchance a aussi des avantages. C'est cet arrêt forcé qui sera à l'origine d'une autre rencontre exceptionnelle. Le rhinocéros noir a très mauvais caractère et peut charger sans raison apparente. Il a aussi une très mauvaise vue et, fort heureusement pour nous, le vent soufflait dans la bonne direction.
Décimés par le braconnage et la chasse sportive, ou simplement abattus pour leurs cornes, aux vertus soi-disant aphrodisiaques, les rhinos sont devenus rares. Certaines cornes ont été mesurées jusqu'à 1,35 m et le poids des plus gros spécimens atteint 1,5 tonne. Les rhinocéros parcourent de vastes étendues, mais pendant la plus grande partie de la journée, ils se tiennent dans les buissons, ce qui les rend difficiles à observer. Et de fait, jamais plus nous ne rencontrerons un autre de ces survivants de la préhistoire. « 140 km de piste séparent Boubanjida de la route goudronnée. Cette fois, prudence. Il fait toujours aussi chaud et un petit 60 à l'heure est le plus sûr moyen d'épargner les pneumatiques. Nous sommes maintenant au pays du coton, que l'on transporte dans des paniers ajourés jusqu'au lieu de collecte. Pour les populations du Nord, le coton est une ressource appréciable. On le récolte au début de la saison sèche, de mi-novembre à fin février. Pendant ces 3 mois, les productions individuelles, même les plus modestes, sont recueillies en des points déterminés par la puissante Sodécoton. Dans les principales villes du Nord, ces huileries et ces usines de traitement fonctionnent jour et nuit et font du Cameroun un des grands producteurs africains de coton. Parallèlement à la route, la rivière Benoué étire ses méandres et finit, elle aussi, par atteindre les plateaux du Tinguelin, non loin de la ville de Garoua. 3e port du Cameroun, la cité réussit la gageure d'être un port sans bateau pendant 8 mois de l'année. Ce n'est qu'à la saison des pluies que le trafic reprend pour une courte période d'activité intense. Abritée sous les flamboyants, Garoua, chef-lieu de la province du Nord, est la ville des musulmans Foulbé. Sa position de futur aéroport international devrait bientôt bousculer les données d'un tourisme encore embryonnaire, mais aux possibilités prometteuses. La gare routière est le théâtre d'une animation permanente et folklorique. Les devises arborées par les taxibrousses, toujours archi-bondées, sont un condensé de toute la philosophie africaine. Une philosophie qui ne tarde pas à s'imposer à nous. La Land Rover est en panne, immobilisée par une défaillance de la boîte de vitesse. Nous avons trouvé asile chez un coopérant dont nous transformons rapidement la maison en garage. Le diagnostic est préoccupant. L'axe d'un pignon est faussé par la faute d'un minuscule circlip qui a choisi de lâcher juste en arrivant ici. La seule solution est de commander une pièce à Douala et d'attendre. Une fois de plus, la sagesse africaine a le dernier mot. Nous mettons enfin le cap sur Maroua, 200 km plus au nord. La canicule atteint des températures extrêmes. Pour les animaux comme pour les hommes, l'eau devient un problème crucial. Afin d'approvisionner les troupeaux, les puisatiers remontent chaque jour des milliers de litres à l'aide du chadouf, dispositif à balancier aussi vieux que l'Afrique. Depuis des millénaires, ce spectacle se répète quotidiennement, tandis que les femmes creusent sans relâche le lit des maillots asséchés. Les baobabs font leur apparition. Seule espèce végétale à résister aux feux de brousse, et ils finissent par rester maîtres du paysage, faute de concurrence. Cette petite pause nous vaudra une nouvelle émotion. Un naja était tapi au pied du baobab.
Michel est ravi et les serpents sont sa grande passion. Les najas sont particulièrement venimeux. Mais nous aurons bien du mal à dissuader notre camarade d'emmener celui-ci vivant avec nous dans la voiture afin de mieux l'observer. Nous sommes désormais tout près de Maroua. C'est l'occasion de sortir des sentiers battus. Quittant le bitume, nous suivons une piste peu fréquentée. Plusieurs ethnies occupent la région. Giziga, Mofou et un peu plus loin, Mada. Le village de Aïssa Ardé appartient à ce dernier groupe. Ce sera notre premier contact approfondi avec une population du Nord Cameroun. Comme partout ailleurs, la vie se cristallise autour du puits. Aux heures d'affluence, il est littéralement pris d'assaut. Ce sont généralement les femmes qui vont chercher l'eau, tandis que les hommes s'affairent à d'autres tâches comme l'entretien ou la construction des cases. La terre locale et l'eau sont les seuls ingrédients des murs circulaires. Une charpente en bois viendra les coiffer avant de recevoir une toiture en paille tressée. L'habitation familiale est le sarré, ensemble de cases dont chacune a un usage défini, cuisine, couchage, entrepôt des récoltes. Aïssa Ardé est un village cossu. Outre son puits, il possède un moulin à mil. À tour de rôle, les habitants ont recours aux meuniers, qui travaillent aussi pour les villages voisins. Le mil constitue l'essentiel des cultures des populations du Nord. Des feux de brousse fréquents sont allumés afin de fertiliser la terre, de chasser plus facilement et de favoriser la repousse des pâturages. Malheureusement, ces pratiques détruisent non seulement les arbres, mais aussi tous les micro-organismes du sol. D'année en année, le déboisement progresse et le terrain devient de moins en moins productif. C'est un problème grave dont il est difficile de faire prendre conscience à des populations défavorisées, enracinées dans leurs habitudes. Le marché est un lieu privilégié d'échange entre les différentes ethnies. Celui de Maroua, préfecture de l'extrême nord, a lieu tous les lundis. Il est fréquenté par une majorité de Foulbés musulmans, avec une prédominance de Mandara, dont les femmes sont toujours vêtues de couleurs vives. Les Podoko, aux labrets incrustés dans le visage, y proposent leurs ignames aux peules, couvertes d'élégantes scarifications. Dans cette ville fortement islamisée, on rencontre beaucoup de peuls venus du Niger. Toutes les professions sont présentes, depuis le maréchal ferrant jusqu'au barbier-coiffeur, qui vous transforme en bonze pour moins de 4 francs. Les vendeurs de brochettes ravitaillent les clients, car le marché dure la journée complète. Quant aux bouchers, ils sont installés à 2 pas de l'abattoir, où l'on trucide les animaux à la demande. Celui-ci a pu protéger son étalage du soleil, mais pas des mouches. Les petits restaurants de quartier sont nombreux et l'on y mange pour pas cher. El Hadji Assabou, patron du restaurant moderne, propose une carte plus impressionnante que variée. Nouilles sauce, viande sauce, pain sauce ou encore os sauce, pour environ 6 à 8 de nos francs. Malgré tout, le restaurant moderne deviendra notre quartier général où nous attendrons le reste de l'équipe en mettant au point notre stratégie. Autour de Maroua,
l'extrême nord se diversifie en plusieurs régions, susceptibles de convenir à l'emploi de la montgolfière. Nous prospecterons en premier lieu la région de Rum-Siki, aux étonnants paysages volcaniques. Puis, longeant la frontière du Nigeria, nous atteindrons le territoire des Podoko, les Kirdis des montagnes. Nous gagnerons ensuite le Logone, qui sépare le Cameroun du Tchad, et remonterons jusqu'au Chari, non loin de la ville de N'Djamena. Avant de revenir enfin plus au sud jusqu'à la réserve de Ouaza, réputée pour sa faune exceptionnelle. Nous pénétrons désormais dans les monts Mandara qui délimitent le pays des Matakam, sobriquet Peul, qui signifie vêtements. C'est ainsi que l'on désignait par dérision ses habitants du temps où ils étaient nus. Les ethnies de cette région sont reconnaissables à l'architecture et à la silhouette des cases, dont les toits sont particulièrement pointus. À l'approche de la frontière séparant le Cameroun du Nigeria, le paysage devient très différent. Des vestiges volcaniques déchiquetés apparaissent à l'horizon, précédant les fameux dikes des Kapsiki, décrits par André Gide comme l'un des plus beaux paysages du monde. Kapsiki désigne la région, mais aussi ceux qui l'occupent. Et nous avons droit à la danse de bienvenue. Aussitôt après, une visite au sorcier de Rum-Siki est de rigueur. À l'aide d'un crabe de maillot, il possède la faculté de prédire l'avenir. Coïncidence ou réelle divination, le sorcier nous affirme « Bientôt, vous irez dans le ciel ». À Rum-Siki, le jour se lève vers 5 heures. On bénéficie alors d'une fraîcheur relative. Mais ce répit est de courte durée. Dans quelques heures, la chaleur sera déjà suffisante pour contrarier le fonctionnement de la montgolfière. Le public est d'abord méfiant. Mais la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre et le nombre des curieux augmentera au fil des minutes, au même rythme que la température. Il nous faut aller vite. Plus nous tarderons à décoller, plus il faudra consommer de gaz pour gonfler le ballon. Afin d'économiser les réserves, c'est un ventilateur qui amorce le gonflage de l'enveloppe. La société Total nous a fourni 40 bouteilles de gaz butane, en plus de son soutien technique. Habituellement, les brûleurs fonctionnent au propane. Mais ce gaz est introuvable en Afrique, où l'absence de basse température ne justifie pas son emploi. Les caractéristiques du butane sont presque analogues. Avant chaque vol, nous devons simplement injecter de l'azote dans les bouteilles afin d'augmenter la pression. Notre pilote s'appelle Monique, et comme c'est elle qui dirige les manœuvres, le spectacle paraît encore plus étonnant aux habitants du village. Ici, les femmes n'ont pas souvent l'occasion de donner des directives. Il est important de respecter le protocole. Le chef du village de Rum-Siki sera le premier Camerounais
à voler en montgolfière. C'est une façon de remercier le village de son aide et aussi de démythifier notre appareil, car nous sentons bien que ce ballon géant, capable de s'élever dans l'air, a quelque chose d'un peu magique aux yeux des spectateurs. Le vol sera très court. Nous ne pouvons risquer d'être entraînés par le vent au-delà de la frontière du Nigeria, tout proche. Par chance, un courant ascendant nous maintient au-dessus de Rum-Siki. Le temps de tester le matériel et de procéder aux essais de radio. Apparemment, les équipements n'ont pas souffert du voyage. Dans la nacelle, le chef est radieux. Pour la première fois, il découvre son village d'en haut et voit son prestige décuplé par le coup d'audace qui l'a fait monter en ballon. Mais à l'atterrissage, bien des spectateurs nous avoueront la crainte qu'ils avaient eue de ne jamais revoir leur chef. Malgré leur brièveté, les essais ont été concluants. Et nous pouvons maintenant envisager des vols de longue durée au-dessus des territoires les plus intéressants. Mais il faut d'abord les reconnaître au sol afin de prévoir la récupération de la montgolfière. Et nous reprenons nos recherches. Le pays Podoko est d'accès difficile. À perte de vue, des marches d'escalier géantes découpent la montagne. Paysans opiniâtres, les Podoko ont réussi à utiliser la moindre parcelle de terrain en construisant des terrasses qui combattent le ravinement des pluies. Partout, des murets donnent aux sarrés des airs de forteresse et servent également à confectionner des tombes sans avoir à creuser le sol. Les Podoko sont des Kirdis véritables, un terme autrefois péjoratif qui signifie païen et désigne les populations réfugiées dans les montagnes pour échapper aux invasions islamiques. Leurs coutumes sont demeurées intactes et s'expriment par des danses rituelles qui marquent les saisons et les travaux des champs. Malgré la beauté du site, voler ici semble peu raisonnable. Le transport du ballon serait compromis par les terrasses omniprésentes, infranchissables même en tout terrain. Nous partons pour la frontière est, celle du Tchad, à 150 km de là. Délimitée par le Logone, elle est matérialisée par d'immenses rizières. L'eau du fleuve a été canalisée par une digue et a permis de mettre en valeur ces territoires autrefois incultes. C'est le pays des Mousgoum, dont l'originalité réside dans leurs cases en forme d'obus, véritable chef-d'œuvre d'architecture. Malheureusement, les cases obus sont de plus en plus rares. Leur construction est longue et compliquée, et les Mousgoum n'ont plus assez de temps à lui consacrer. Ils sont avant tout des pêcheurs, très habiles dans le maniement de l'épervier. Le poisson est ici l'alimentation de base et les capitaines, séchés au soleil, s'exportent dans tout le pays. Les femmes travaillent dans les rizières qui s'étendent d'année en année et obligent les Mousgoum à quitter leurs cases obus qu'ils ne reconstruisent jamais. Les pêcheurs nous confirment que la presque totalité de la région est occupée soit par les rizières, soit par les vastes plans d'eau du Logone. Or, la montgolfière n'est pas insubmersible, pas plus que la Land Rover n'est amphibie. Ce n'est pas encore ici que nous pourrons décoller. Il nous reste à essayer plus au nord, chez les Kotoko. Peu avant N'Djamena,
Le Logone rejoint le Chari et la végétation n'est pas très dense. Mais la région ne peut pas convenir. Certains bras du Chari sont infestés de crocodiles, qui n'apprécieraient sûrement pas un atterrissage forcé à proximité de leur tanière. Et il faut peu de temps pour apprendre à repérer leur silhouette d'arbres morts, dérivant lentement au fil de l'eau. Aux heures chaudes, le grand plaisir des crocodiles est de s'étendre sur la rive pour se dorer au soleil. Mais ils ne dorment que d'un œil et demeurent attentifs au moindre mouvement suspect. Le contexte n'est évidemment pas très favorable pour la manipulation au sol de la montgolfière. Nous installons quand même les caméras, mais en postant systématiquement un guide dans notre dos. Par acquis de conscience, Jean et Dominique décident de remonter le Chari à pied sur quelques kilomètres. Peine perdue, les crocodiles sont partout. Et pas seulement de l'autre côté du fleuve. Dominique a déniché une famille entière à côté de son repère creusé dans la berge. Ce sont des caïmans au caractère difficile et qui détestent les regards indiscrets, ce qui nous vaudra une petite amorce de discussion. Tirer à côté suffit à stopper la charge. Mais décidément, il est préférable de voir ces bestioles de loin. Une dernière zone reste à visiter, la plus intéressante sur le plan des animaux. La région de Waza abrite en effet l'une des faunes les plus riches du continent. La canicule est effrayante et le paysage évoque le désert, maintenant tout proche. Devant ces horizons sans limite, on peut prendre conscience, dit-on, de la courbure de la Terre. La surveillance de cette réserve de 170 000 hectares est assurée par des pisteurs, anciens braconniers reconvertis en gardes-chasse. Ils sont imbattables pour identifier de très loin les animaux. Waza est une succession de yaérés, vaste plaine herbeuse inondable à la saison des pluies, et de berbérés, bosquets de broussailles et d'acacias céales. Il ne faut pas attendre beaucoup pour voir apparaître notre premier éléphant. La réserve est sillonnée par une grande variété d'espèces animales, mais les gros troupeaux se situent plus loin, à l'intérieur. Ils sont perpétuellement en marche à la recherche d'eau et de nourriture. La montgolfière sera donc particulièrement précieuse pour les localiser. De plus, son utilisation semble parfaitement envisageable dans cette savane parsemée de rares îlots de végétation. La décision est prise. C'est ici que nous effectuerons la plupart de nos vols. Sur fond de hautes herbes et de girafes curieuses, le crépuscule s'abat sur la réserve. La brousse, mystérieuse et envoûtante, nous attend. Demain, nous décollerons. Sous le regard intrigué d'un vénérable marabout gardant l'entrée de la réserve, nous établissons le plan de vol. Tenant compte du fait que la montgolfière n'est pas dirigeable, il nous faut prévoir le maximum d'éventualités et notamment un atterrissage forcé en pleine brousse.
Nous serons 2 à accompagner Monique. Jean emmènera une arme. Un atterrissage à proximité d'un lion n'est pas à exclure et les réactions des animaux peuvent être imprévisibles. L'équipe a été rodée par les essais de Rumsiki. Chacun connaît son travail et nous gagnons ainsi quelques précieuses minutes. Levez la nacelle doucement. À Waza, la température est plus forte et le gonflage du ballon peut hypothéquer considérablement les réserves de gaz. Ça va? Levez la nacelle. Grâce à la radio, un contact précieux pourra être maintenu en permanence entre la voiture et la montgolfière. Pagala appelle Kolob. Pagala appelle Kolob. À vous parler. À vous parler. Le bruit du brûleur risquait de couvrir les conversations radio. C'est pour éviter cet inconvénient que Jean porte un casque muni d'écouteurs incorporés. Pagala appelle Kolob. Pagala appelle Kolob. À vous parler. À vous parler. Pagala, on vous reçoit 4 sur 5. Indiquez votre direction. Nous partons plein sud. Le terrain semble assez plat, mais ne tardez pas à suivre. Je répète, ne tardez pas à suivre. Kolob, allô Kolob, est-ce que vous me recevez? Oui, on vous entend. Ok, bon, on commence à survoler des animaux, surtout des antilopes. Ce doit être des coqs de Buffon. Coordonnées E17 sur la carte. Bien reçu. Là, nous sommes juste à 300 mètres derrière, hein, on les aperçoit. Un guépard, même direction que tout à l'heure. Il est en train de dévorer quelque chose. On descend un peu plus près. Bien reçu. Pagala, ici Kolob. On vous a toujours en vue jusqu'à présent, aucune difficulté. Nous venons de dépasser le guépard. Nous suivons à environ 500 mètres. Hein. Terminé. En survolant la réserve, nous poursuivons un double objectif. D'une part, filmer les animaux au hasard des rencontres, et d'autre part, repérer leur position, ou du moins les endroits qu'ils fréquentent le plus à cette époque de l'année. On va s'arrêter dans quelques instants pour tracer la direction du vol sur la carte. À vous. Nous allons en direction d'une colline assez importante. Il faudrait la situer sur le plan. Allô Pagala, nous essayons de repérer la colline en question. À vous. Bien, c'est la plus élevée du secteur. Donc, un bon point de repère. D'accord. Il y a un peu plus de végétation, mais on vous voit très bien. Ok. Essayez de contourner la colline par l'est. Ça semble
moins accidenté. Allô Colombe, nous avons une girafe en vue. Elle n'a pas l'air de fuir. Bien reçu, mais on prépare aussi les caméras. Colombe, allô Colombe, le vent vient de tourner, léger changement de cap. Prenez sud de sud-est. Bien reçu. Filmer depuis le ballon lui-même se révèle problématique, car la présence des montants aux quatre coins de la nacelle réduit les angles de prise de vue. Nous avons fini par nous installer sous la montgolfière. Suspendu dans un harnais d'alpiniste, on bénéficie alors d'un champ de 360 degrés. Une seule obligation, être insensible au vertige. Allô Colombe, nous continuons plein sud. Pas de changement juste ici. Où en êtes-vous? Il y a plusieurs girafes dans le coin et on en profite pour faire quelques scènes aussi. À vous. Ok. Pour nous, on arrive sur des facochères. Ça devient un peu plus boisé que tout à l'heure. Terminé. Cette méthode de tournage a aussi des inconvénients. À basse altitude, l'échelle et les cordes de sécurité peuvent s'accrocher dans un arbre et déséquilibrer l'appareil. On ne peut rester sous la nacelle en permanence et les séquences doivent être très courtes. À chaque rencontre, il faudra se remettre en place sous l'œil des animaux quelque peu intrigués par ces acrobaties. Allô Pagala, ça roule toujours, mais on ne vous voit plus à cause des broussailles. Gardez le contact radio en permanence. D'accord. On est en train de survoler une autruche. Le vent est dans la bonne direction. Avec un peu de chance, on va pouvoir la suivre. Conservez le même cap. Les images réalisées depuis la montgolfière comportant toujours une grande part d'incertitude, l'équipe de la voiture suiveuse dispose elle aussi de caméras afin de doubler chaque scène au sol et de mettre un maximum de chance de notre côté. Allô Pagala, nous arrivons près d'une autruche, certainement celle que vous avez vue tout à l'heure. Mais là, elle n'est plus seule. Il y a un mâle qui la rejoint. On les suit pendant quelques instants. Bien reçu, Colombe. Rester dans le sillage du ballon n'est pas toujours possible. Et il faut parfois quitter la piste, avec tous les impondérables qui en résultent. La montgolfière n'a pas ces problèmes. Un vent léger suffit pour qu'elle soit rapidement hors de vue. Allô Colombe, on continue les prises de vue, mais sur des oiseaux maintenant. Pas d'autre changement de direction. Bien reçu. Impossible de voir le ballon, hein. Indiquez le maximum de points de repère. Au total, nous n'effectuerons pourtant qu'une dizaine de vols au-dessus de la réserve, en raison des difficultés liées à l'emploi d'une montgolfière au Cameroun. La chaleur, entre autres, limitait à 1 heure maximum la durée de chaque vol. Quant à l'instabilité de l'atmosphère due au courant thermique, elle constituait un souci permanent,
qui nous obligea souvent à atterrir plus tôt que prévu. Colombe, ici Pagala. Nous survolons une mare avec un important troupeau d'éléphants. Ce doit être la mare de Mourgouma. Est-ce que vous la repérez sur la carte? Allô Pagala, on regarde la carte. D'accord. Malgré tout, suivre la montgolfière à distance s'avère une entreprise très compliquée. Et cela en dépit des repères constamment fournis par les occupants du ballon. Colombe, avez-vous localisé Mourgouma? Juste à côté, il y a deux autres mares, nettement plus petites. À vous? Oui, hein, c'est bien ça. Nous partons dans cette direction. Malheureusement, les cartes sont loin d'être précises. Les pistes qui croisent celles des animaux s'effacent à chaque saison des pluies pour renaître quelques mois plus tard sous un tout autre tracé. Au cours de toutes ces opérations, notre plus grand sujet d'étonnement, renouvelé à chacun de nos vols, fut enfin l'attitude des animaux en face de cet objet volant non identifié que représentait pour eux le ballon. Comme chez cette mangouste, la curiosité l'emportait presque toujours sur la peur. Et plus que le bruit du brûleur, c'est surtout l'ombre du ballon projetée sur le sol qui intriguait les animaux, mais le plus souvent sans les inquiéter outre mesure. Allô Colombe, nous survolons une plaine juste avant la mare de Chicam. On va atterrir d'ici peu de temps. Oui, ça vaut mieux. Nous sommes, nous, encore arrêtés par des éléphants et on peut vraiment pas aller plus vite. Hein. On vous rejoint dès que possible. Entendu. Nous descendons toujours. Le terrain est bien dégagé, mais il y a encore beaucoup de vent. On devrait se poser juste au nord-est de Chicam. Je dis bien, on devrait se poser juste au nord-est de Chicam. À tout de suite. Le moment le plus délicat est celui de l'atterrissage. Une fois le ballon au sol, la communication radio est beaucoup plus incertaine. Il faut se baser sur les dernières indications reçues pour le récupérer le plus vite possible. La chance est avec nous. À chaque fois, la montgolfière sera retrouvée après quelques heures de recherche seulement, nous évitant de dormir en brousse sans campement adapté. Ainsi, au fil de nos différents vols, nous parvenons à établir la carte des zones fréquentées par les animaux et pouvons espérer les retrouver presque à coup sûr par la piste. Mais un nouvel imprévu va contrarier notre projet. La voiture a souffert de ces courses-poursuites répétées et le garagiste local est catégorique, 3 jours d'immobilisation. Nous risquons de perdre d'un seul coup tout le bénéfice de nos récents repérages en montgolfière. Pourtant, en Afrique, rien n'est jamais définitif. C'est une agence de tourisme locale, Norcamtour, qui va nous tirer d'affaire en nous prêtant un minibus jusqu'à la remise en état de notre véhicule. Nous pourrons sans attendre repartir dans la réserve avec toujours pour objectif de rencontrer des animaux, mais surtout cette fois d'atteindre des lions. Grâce à la montgolfière, nous avions pu en effet localiser un de leurs territoires, mais sans pouvoir les filmer de façon valable. En général, les lions sont difficiles à observer car ils passent la journée à dormir dans les buissons. Celui-ci fait mentir leur réputation bien établie de paresseux. Nous le suivrons pendant plusieurs kilomètres. Pour braver ainsi la chaleur, il avait tout simplement ses raisons. Un rendez-vous sentimental.
Complètement inconscient, notre pisteur prend un malin plaisir à exciter le lion. Un jeu dangereux et qui finit heureusement par lasser notre interlocuteur. Le point d'eau est évidemment un lieu privilégié pour l'observation des animaux. Avant de s'abreuver, cependant, tous font preuve d'une grande prudence, surtout si la place est déjà prise. Mais la palme de la méfiance revient à la girafe, aussi indécise qu'elle est curieuse. Les précautions des girafes pour s'approcher d'une mare sans en avoir l'air sont extrêmes. Comme chez la plupart des animaux qui vivent en groupe, c'est une girafe seule qui vient en reconnaissance, consciente de se sacrifier au cas où un fauve serait tapi près du point d'eau. Elle mettra quelquefois 1 heure ou plus pour l'atteindre, dans une valse hésitation capable de faire perdre son sang-froid aux plus fatalistes des fonctionnaires camerounais. La prudence des girafes est justifiée. La position qu'elles adoptent pour boire, en raison de leur morphologie, les rend très vulnérables, et c'est presque toujours ce moment que choisissent les prédateurs pour attaquer. Pour être assoiffé, on n'en est pas moins vigilante. À l'autre bout du point d'eau, une troupe de tourterelles monopolise le terrain. Au signal du chef d'escadrille, elle effectue un impeccable décollage groupé. Il n'en faut pas plus pour paniquer nos girafes, et tout est à recommencer. Les photographes animaliers ont quelquefois bien du mérite et beaucoup de patience. Nos pérégrinations dans la réserve nous amènent parfois devant des mares asséchées. Au même endroit, 1 mois plus tôt, les animaux pouvaient encore boire. Aujourd'hui, l'eau a disparu et la sécheresse frappe impitoyablement. Sous le regard des hyènes, les charognards sont déjà à l'œuvre. La canicule n'est pas seule en cause. Il semble que d'année en année, Ouaza soit touché par une sécheresse grandissante. Malgré l'action de l'État camerounais qui ravitaille les principales mares à l'aide de camions-citernes, une lourde menace pèse sur sa faune. Quelques mois auparavant, nous avions fait une promesse à nos amis de Aïssa Ardé, celle de revenir et d'amener une surprise. Passés les premiers instants de stupéfaction, la nouvelle se propage, ils sont de retour, et une réception aussi improvisée que chaleureuse s'organise. Pour fêter nos retrouvailles et remercier la population de son accueil, nous avons imaginé de lui montrer le film tourné ici lors de notre précédent passage. Dans la Land Rover se trouve tout le matériel nécessaire à une conférence en pleine brousse, y compris le groupe électrogène qui nous permettra d'alimenter un projecteur de cinéma. Peu d'habitants ont compris nos intentions, et beaucoup se demandent ce que leurs amis Nassara ont derrière la tête. Le dialogue n'est pas facile,
car le français est mal compris dans les villages éloignés des grands axes. Seuls 3 habitants ont déjà vu un film projeté par un missionnaire à 20 km d'ici, dans la ville de Mora, il y a plusieurs années. Et c'est un souvenir bien vague. Les choses se compliquent un peu lorsqu'il faut préciser que nous souhaitons en outre filmer cette séance de cinéma. Jean se lance dans les explications pendant qu'ont lieu les ultimes préparatifs. À la tombée de la nuit, nous avons quand même une pointe d'inquiétude en songeant aux réactions possibles. Pour les enfants, pas de problème, ils sont déjà émerveillés. Mais comment certains adultes vont-ils réagir devant par exemple l'image de personnes décédées depuis les prises de vue de l'année dernière et qu'ils vont voir soudain revivre sur un écran? Finalement, la magie du cinéma opère une fois de plus et la séance remporte un succès inespéré. Mais au-delà de l'étonnement qu'elle provoque, la projection prend peu à peu un sens plus profond. Nous n'avons pas volé les images de ceux qui ont été filmés, comme certains l'avaient cru un instant, et nous sommes revenus ici montrer notre travail. L'occasion est trop belle pour ne pas expliquer nos intentions en full day dès la fin du spectacle. Chacun désormais comprend parfaitement pourquoi nous filmons. Et un plantureux repas clôture la soirée, signe que la glace est définitivement brisée entre nous. Le foléré, plat de feuilles d'oseille hachées avec du piment, et le gombo, une sorte de légumes gluants, sont assez indigestes pour nos estomacs européens. On puise avec les doigts dans un grand récipient collectif qui, dans certaines peuplades, sert aussi à tous les usages. Et les commentaires concernant le film vont bon train. Dès le lendemain, nous pouvons mesurer l'effet de la projection. Les portes s'ouvrent, les réticences ont disparu, chacun vaque à ses occupations en admettant la présence de la caméra. Nous pénétrons dans l'intimité des foyers, à l'intérieur des cases. Les femmes préparent la boule de mil en écrasant les grains entre 2 pierres. Les petites filles apprennent très tôt leur futur rôle de mère de famille et s'occupent des bébés. Celui-ci est vraiment de bonne composition. Mais peut-être a-t-il déjà pris son parti d'une vie qui s'annonce difficile. Chaque jour, dans chaque sarré, on prépare ainsi la boule de mil familiale. C'est une nourriture bourrative, mais qui ne résout pas les problèmes de malnutrition et de carence en vitamines. Le village vit à son rythme, en harmonie avec la nature. Et nous finissons par le comprendre, oubliant notre constante projection dans l'avenir et nos préoccupations d'Européens qui semblent tout à coup bien dérisoires. Fruit d'un travail pénible, il arrive que les récoltes soient détruites par les éléphants. On a parfois dénombré plus de 3000 éléphants sur des territoires capables d'en nourrir 700 à peine, ce qui représente une véritable menace pour les cultures. Chaque jour, un éléphant engloutit 250 à 300 kilos de fourrage et les dégâts peuvent être considérables. Arrachant les arbres pour manger quelques feuilles ou détruisant les plantations, ils finissent par mettre en péril la survie des autres espèces et parfois celle de l'homme. Par la force des choses, la chasse est redevenue une nécessité terrible mais bien réelle. Cette réalité dangereuse
Nous allons la vivre en compagnie de notre ami Yann d'Auteuil, dont nous avons fait la connaissance à Ouaza. Au petit matin, notre colonne, renforcée de pisteurs et de porteurs d'eau, quitte le campement de Brousse. Au village de Lata, les Kotoko nous donnent des renseignements frais. Cette nuit encore, les éléphants sont passés juste à côté du village. On nous indique la direction prise par le troupeau. « 10 kilomètres plus loin, nous prenons la formation de combat. Mamadi le pisteur ouvre la marche, précédant Yann. Ils nous ont recommandé de les suivre pas à pas en évitant de s'écarter de la colonne. Mamadi a 30 ans d'expérience et sait interpréter tous les indices. Il peut estimer depuis combien de temps a été brisée une branche et se base sur les crottes des éléphants pour évaluer à quand remonte leur passage. Les déjections des éléphants sont tièdes. À côté, des traces d'urine ne sont pas encore complètement évaporées. Le troupeau n'est certainement pas loin. La plupart du temps, ils ne se présentent pas groupés, mais dispersés sur une vaste surface. Il s'agit donc de pénétrer dans ce territoire pour tirer un éléphant qui doit être obligatoirement un mâle et autant que possible porteur de grosses défenses. Mamadi hésite. Il semble qu'il y ait cette fois plusieurs troupeaux associés. Certains éléphants ne paraissent pas suivre les ordres de la femelle meneuse et restent à la traîne. Nous allons attendre l'arrière-garde. Le premier est une femelle, impossible de tirer. Mais le deuxième se présente bien et le vent nous est favorable. À condition de ne pas bouger, nous sommes invisibles. Le mâle semble avoir été tué du premier coup, mais il faut se méfier. Il existe des exemples d'éléphants ayant fait le mort pour laisser le chasseur approcher. Par sécurité, Yann jette de la poussière dans l'œil de l'animal. Il semble bien mort, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Il faut maintenant prévenir le village sur le territoire duquel a été abattu l'éléphant. Et surtout, apporter la preuve qu'il est bien mort, sans quoi personne ne bougera. La coutume veut qu'on amène la queue de l'animal. L'honneur de la couper revient à Mamadi, qui, une fois de plus, a mené à bien la chasse de son patron. Ce geste est symbolique. C'est ainsi qu'autrefois, les hommes de la brousse, qui s'attaquaient à un éléphant avec de simples saguets, annonçaient au village qu'ils avaient pu en venir à bout. Notre voiture précède de peu l'arrivée des habitants. Aussitôt informés, ils ont abandonné leurs occupations et se sont mis en marche. La viande n'attend pas. Mamadi surveillera le partage. Il a en outre mission de préserver les défenses.
Une fois décellées du crâne, elles se révéleront longues de 90 cm pour un poids de 18 kg chacune. Les premiers bouchers sont là, accompagnés des chiens, tout heureux de l'aubaine. La mort de l'éléphant leur donne un sursis, car ici, il arrive qu'on les mange, et certains villages sont réputés pour leur marché aux chiens. Mamadi a entrepris de couper la peau du ventre, relativement tendre par rapport au reste du corps. Puis, il laisse l'incision s'agrandir toute seule. L'apparition des viscères donne le signal du dépeçage. C'est un travail considérable qui durera toute la journée. La majeure partie de la viande est traitée sur place. La chaleur est intense et ne permettrait même pas son transport. Toutes les parties de l'éléphant ont leur utilisation, même les pieds, qui feront des porte-parapluies vendus fort cher aux touristes. Mamadi veille à un partage équitable, tandis qu'on attaque à la hache le cuir de l'animal, incroyablement épais. Les bouchers se sont installés à quelques mètres et les aides leur apportent la viande quartier par quartier. Ils passeront 15 heures sans interruption à la débiter en cubes plus ou moins réguliers. Tout à côté, on a allumé un feu et fait bouillir de l'eau. Les cubes de viande y sont jetés pour être cuits superficiellement. Une fois saisie, la viande sera exposée par terre au soleil. Spectacle d'un autre monde, difficile à admettre ou simplement à comprendre pour nous, étrangers à la brousse et à ses habitudes. À la mi-journée, bien que le dépeçage soit avancé, il reste encore à faire. Le travail se poursuivra jusqu'à la tombée de la nuit, sous l'œil des vautours qui, là-haut, attendent patiemment leur heure. L'aube se lève sur un nouveau jour. La brousse a déjà oublié le drame de la veille et la vie reprend ses droits. Au pied d'un acacia sauvage, les lions sont déjà à l'ombre. À l'étage supérieur, un jeune vervet prend son petit déjeuner. Il ne craint rien. Les lions montent rarement aux arbres. Et d'ailleurs, il n'a même pas été vu. La vie s'écoule tranquille. Ces deux lions semblent bien être nos amoureux de l'autre jour. Nous sommes sur le même territoire, et il se pourrait bien que Madame soit toujours animée des mêmes bonnes intentions. Il y a décidément des indiscrets partout, aussi bien chez les singes que derrière la caméra.
Rendez-vous dans 105 jours pour admirer 2 ou 3 petits lionceaux adorables. En attendant l'heureux événement, il est permis de rêver, à de succulentes antilopes par exemple. Mais ce n'est pas l'heure de la chasse, et les coqs le savent. Ils continuent à paître devant les lions sans être effrayés le moins du monde. Peut-être ne faut-il quand même pas trop jouer avec le feu. La tentation pourrait bien faire oublier les horaires des repas. Mais dans cette étonnante cohabitation, régie par les seules lois de la nature, la cruauté gratuite n'existe pas. À Muruguma, les éléphants sont heureux. Nos reconnaissances nous ont confirmé que cette mare est celle qui reçoit cette année le plus grand nombre de troupeaux. Bien sûr, il y a toujours des grincheux qui n'aiment pas qu'on leur tire le portrait. C'était juste un petit rappel à l'ordre, histoire de bien faire voir qui est le plus fort. Et cette charge d'intimidation ayant bien défini les places de chacun, nous pouvons observer la vie du troupeau. Ce bébé doit avoir quelques jours à peine, mais à la naissance, il pesait déjà près de 120 kilos. L'instinct maternel est très développé chez les éléphants. Les mères ont beaucoup de mérite, car les éléphantos sont très turbulents, toujours à se glisser là où il ne faut pas. Elles doivent souvent les ramener dans le droit chemin. Les petits éléphants sont sevrés à 2 ans et grandissent jusqu'à 25 ans au moins, atteignant jusqu'à 4 mètres de haut pour un poids de 6 à 7 tonnes. Leur vie normale peut dépasser 60 ans et ils n'ont pas d'ennemis naturels. Beaucoup meurent tout simplement de vieillesse en brousse. Il faudra pourtant s'arracher à la contemplation de ces scènes familiales. L'heure du retour est proche. Nous quitterons la brousse, dure et sauvage, mais pleine de sagesse, avec le souvenir d'amis qui parfois demandent, mais savent aussi donner. Nous ramènerons des cadeaux tout simples et d'autant plus touchants. Et surtout, nous emporterons l'image de la joie de vivre de tout un peuple. Une joie de vivre qui est le meilleur atout d'un Cameroun plein d'avenir. Yeah.